Depuis que je suis petit, on me dit que je tape fort, je tape assez fort. Et je sais pas, moi, j'aimais pas trop, mais tellement j'ai détesté que j'ai appris à aimer, en fait. Parce qu'en fait, au final, c'était pas si dur que ça. Je tapais, les gens ils tombaient. Donc, que la lutte permet de gagner un combat, certes, mais le striking permet de se faire connaître au monde entier. Mon entraîneur, il disait, tu frappes tellement fort que si tu touches une fois, ils vont tomber tous comme des mouches. Évidemment, en fait, j'ai fait ce que personne n'a fait en Belgique. Et voilà, j'ai commencé le combat. C'était chirurgical, le game plan. Il est tombé sur les fesses exactement comme tous les autres qui vont tomber. Je suis prêt à faire un round à exploser juste à la Chimaev, mais seulement debout. Ça va être, je viens pour 15 secondes, mais on est prêt pour 10 rounds s'il faut, il n'y a aucun problème. En tout cas, un deuxième Khamzat à l'UFC, ça fait rêver et c'est tout ce que je vais te souhaiter. La défaite ne me fait absolument ni chaud ni froid. Qui que ce soit en face, je lui ferai la même guerre. La seule chose qui me vient en tête, moi, c'est de faire une belle performance et marquer les gens. C'est tout ce qui compte. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois un combattant qui nous vient de Belgique, d'origine tchétchène, Khamzat Borz Abaev. Khamzat, comment tu vas? Comment ça va, Kevin? Ça va super. Je suis extrêmement fier de te recevoir sur After Fight et de te présenter à la communauté. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Et Merci pour l'invitation, Kevin. Et c'est un plaisir partagé pour moi. Hamzat, comme se veut la tradition sur After Fight, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Je m'appelle Hamza Tabaev. Comme a dit Kevin, je viens de la Belgique, originaire de Tchétchénie. Euh, voilà, je fais du MMA et puis ça commence à bien marcher, on va dire. Voilà. Tout à fait. Et Hamzat, est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait la connaissance de ce sport, le MMA? Depuis combien de temps tu en pratiques? Je suis passé par beaucoup de sports au préalable, notamment le judo, le grappling, la lutte évidemment, le sambo aussi. Je suis passé par pas mal de sports, le kickboxing aussi, la boxe anglaise. Et pour chacun de ces sports, je suis allé en compétition parce que j'aimais bien concrétiser chaque sport que je faisais en allant à la compétition et pas qu'une seule fois, évidemment. Je passais du temps à... Voilà, en fait, dès qu'on est arrivé en Belgique, mon père nous a inscrits dans une salle directement. Donc, voilà, depuis le plus jeune âge, je baigne un peu dans les salles de sport de combat, dans les salles de sport de contact. Et, et voilà, donc tout logiquement, après tous ces sports, je suis arrivé au MMA. Est-ce que tu peux nous dire si tu as eu des inspirations en grandissant? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré justement à avoir ce parcours martial? Il y en a un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Adlan Amagov. D'ailleurs, c'est Adlan Borz Amagov aussi. Le surnom Borz, c'est juste un emblème, ça veut dire loup en fait dans notre langue. C'est juste l'emblème même de notre pays. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de Tchétchènes qui mettent Borz. C'est pas étonnant et ça n'appartient pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne le prend pas à quelqu'un pour se l'approprier, etc. Donc voilà, c'est ce combattant-là qui est un des premiers Tchétchènes. C'est le premier Tchétchène à avoir été à l'UFC et qui m'avait beaucoup inspiré de par son style. Et c'est le premier aussi qui a mis un KO à l'entraînement à John Jones. Et lui n'avait rien dit, hein. C'est John Jones qui l'a dit dans une interview. Et c'était un gars assez humble, sportivement parlant. Franchement, c'était magnifique à voir. Donc, je conseille les gens d'aller voir ce combattant. Il est formidable. Tu es arrivé à l'âge de 9 ans, donc en Belgique. Non, Tu... je suis arrivé un tout petit peu plus tôt, mais on va dire que je me rappelle plus très bien, mais on va dire que j'ai commencé l'école, voilà, à 9 ans, quoi, la primaire. Enfin, Est-ce que, ici, c'est la primaire. est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton arrivée en Belgique, comment ça s'est fait et est-ce que tu pratiquais tu as pratiqué des sports dès ton arrivée? Oui, bien sûr, directement, j'ai été mis
au judo. L'arrivée, c'est bon, l'arrivée à cause de la guerre, on est aussi parti. On va dire que j'ai vu ce que des enfants ne devraient pas voir normalement, donc je ne suis pas le seul, hein. Il y en a beaucoup de mes compatriotes, comme tu le sais, Kevin. Et voilà, donc naturellement, quand je suis arrivé, mon père était assez strict et aimait beaucoup la discipline. Il aime toujours la discipline d'ailleurs et il aime me le rappeler de temps en temps. Euh, il nous a inscrits dans un club, donc on avait fait du judo. J'étais allé jusqu'à l'international dans les compétitions. Puis ensuite, on est passé de la boxe anglaise, de la lutte, de la grappling. Enfin, la lutte, en vrai, c'est depuis gamin qu'on faisait déjà ça. Donc, avec les parents qui nous faisaient, enfin, les parents, les pères qui nous faisaient battre entre nous. Et, et c'était tout le temps comme ça. Donc, en vrai, on faisait déjà du MMA, en fait. Parce que tout ce qu'on faisait, c'était gauche-droite et courir dans les jambes. Donc, on faisait déjà un peu ça. Et, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Tout de suite, on a été mis dans le sport de combat. Et je dois avouer que c'est pas facile quand même quand tu as des enfants, de tout le temps les emmener au sport de combat, alors que tu as un travail. Et tu le sais bien, quand tu es immigré, quand tu arrives, c'est pas facile pour les gens, des travails qui payent 6 euros de l'heure, mais ils pensent quand même à ton bien-être. Donc, les parents, c'est à ceux à qui je vais les rendre en premier parce que ils ont laissé tout derrière eux pour nous. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve à faire des interviews, à monter en MMA, à être l'étoile montante de Belgique. Donc voilà, je les remercierai jamais assez. Je voulais mettre le doigt là-dessus. Aller t'entraîner quand tu étais jeune, c'était une obligation. Oui, quand même. On ne me laissait pas. Donc les trucs avec mettre une casserole chaude sur sa tête et faire genre qu'on est malade, ça marche pas. J'ai déjà essayé. J'ai essayé tout. J'aimais pas trop hein, tout ce qui était boxe. Je préférais tout ce qui est contact comme grappling, lutte ou judo ou sambo, mais j'aimais pas trop la boxe anglaise parce que c'était que des coups. Et mais on me disait depuis que je suis petit, on me dit que je tape fort, je tape assez fort. Et je sais pas, moi j'aimais pas trop, mais tellement j'ai détesté que j'ai appris à aimer en fait. Parce qu'en fait, au final, c'était pas si dur que ça. Je tapais, les gens ils tombaient, donc j'ai commencé à apprécier ce sport. Et là où j'ai vraiment commencé à aimer vraiment ce sport, c'est quand j'ai vu enfin, que ça s'appelait art martial. Et c'est pas pour rien. C'est le fait de toucher sans se faire toucher, le noble art, tout ça. C'est petit à petit, je me suis tellement intéressé, ça a fini par se renverser quoi. Au début, j'aimais pas trop, et puis j'ai commencé à vraiment aimer par la suite. Est-ce que tu peux nous expliquer la rencontre avec ton coach de MMA et le club aujourd'hui, la Terra Nova, en Oui. Belgique? Je suis arrivé chez Jérémy Kounders. En fait, un peu une pointure ici en Belgique. Il est excellent. Lui, il avait, tu vois, qui c'est Michael Venom Page, par exemple. Lui, ce Michael Venom Page-là est champion dans une organisation, enfin, dans une discipline qui s'appelle le point fighting, qui est basée sur le timing, etc. Et mon entraîneur, lui, il était déjà champion, lui aussi, du monde de ça. Et il a des réflexes et des timings incroyables, un enseignement très riche qui permet de vraiment très, très vite progresser et pas seulement en mal, hein. Donc, il part du principe, et ça, c'est ce que j'aime beaucoup chez lui, que on va utiliser des techniques qui marchent sur toi, même si tu les connais par cœur. Donc, quoi qu'il arrive, tu tombes quand même dans le panneau. Et c'est ce genre de technique que j'aime énormément. Alors, voilà, donc je suis arrivé dans sa salle, j'ai fait un entraînement et voilà, un jour, ça, les gens ne savent pas, mais pour témoigner de sa gentillesse, j'étais arrivé à l'entraînement et un jour, je ne venais plus trop parce qu'il fallait payer l'abonnement. Et j'avais pas de quoi payer. Alors un jour il m'a téléphoné. Je sais pas comment il a su. Encore aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se fait qu'il a su que je n'avais pas, que c'était une question d'argent. Alors il m'avait appelé et il m'a dit mais qu'est-ce que tu racontes? Viens ici, mets ton protège-dents et mets tes gants. Et je suis parti comme ça. Incroyable, incroyable. Et justement, je voulais en parler de ce style que tu évoques chez Michael Venom Page, ce striking. Justement, toi, tu sais lutter.
Mais justement, on parle en privé et tu m'as dit que tu avais, cet amour pour le striking et qu'aujourd'hui, tu avais pleinement conscience que pour te faire remarquer dans ce sport, il fallait choquer les gens et ça passe par le striking. Est-ce que tu peux nous Exactement, dire oui. un petit peu ta vision et ton plan pour pouvoir justement arriver à percer dans ce sport sans forcément utiliser la lutte telle que le font d'autres combattants? Premièrement, comment je vois, comment je visualise, c'est que mon état d'esprit, c'est que la lutte permet de gagner un combat, certes, mais le striking permet de se faire connaître au monde entier. Et cette façon-là de striker, en fait, c'est cette autre vision, cette manière de boxer en striking, cette manière de striker qui n'est pas du tout orthodoxe, qui n'est pas du tout connue du grand public. C'est vraiment ça qui m'a plu parce que au final, je m'identifie parce que ça me ressemble, parce que j'ai jamais aimé faire les choses comme les autres. J'ai toujours aimé faire différemment. Je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé faire autre chose que les autres. Quand tout le monde aimait bien quelque chose, ben moi, ça ne m'attirait plus trop. Donc voilà, tout naturellement, quand j'ai vu qu'il y avait ce striking un peu hors norme, un peu incroyable, spectaculaire, je me suis dit pourquoi je peux pas y arriver. Et en fait, depuis que je suis gamin, on m'a toujours dit que j'étais gymnaste. Voilà, j'étais très gymnaste. Je savais lever les pieds très haut, même si je ne savais pas faire des grands écarts. Je sais lancer mes pieds très haut. Et c'est tout des qualités qui m'ont psychologiquement fait que j'ai accepté en fait ce genre de striking parce que c'était un peu hors norme, c'était un peu parfois il y en a qui peuvent dire que c'est des bêtises ou que c'est trop, mais absolument pas. Il y a qu'à regarder, il y a plein de combattants qui se différencient comme ça. Et c'est justement pour ce style-là qu'on les aime, qu'on aime regarder. Donc quand par exemple, imaginons un combattant perd son combat, et c'est comme on parlait de par exemple de la beauté physique de quelqu'un, son apparence ne change pas grand-chose, mais son charisme, ça fait tout. Donc, quand on voit quelqu'un, quand il perd son combat, par exemple, mais qu'il a marqué les esprits, c'est ça que les gens vont retenir. Par exemple, on regarde, je sais pas, moi, Benoît Saint-Denis, il a perdu son combat. Mais c'est qui qu'on a retenu du combat? Benoît Saint-Denis. Le courage de Benoît Saint-Denis. Tu vois, c'est ça qu'on a retenu. Donc, c'est ça qui m'attire, en fait. Moi, c'est vers ça que je tends. Je sais pas de tendre vers un truc où, je sais pas, j'essaie de vendre quelque chose qui n'est pas moi. Le meilleur atout, c'est de pouvoir montrer aux gens, comme un livre ouvert, ce qu'on a au fond, quoi. Et je voulais faire une petite parenthèse avec la situation du MMA en Belgique. On sait que ben, ça a été compliqué, malgré que le sport il est légalisé depuis longtemps. Quand on voit en France l'engouement qu'il y a eu autour, est-ce que ça a été peut-être une difficulté pour toi de te lancer dans ce sport, tu vois, pour essayer de percer quand on voit le... On sait que les combattants, ils ont eu du mal à signer à l'UFC. Il n'y a eu pas Ouais. beaucoup encore à l'heure actuelle de combattants belges. Il me semble qu'il n'y en a que un qui est effectif. Ouais. C'est Oki Bolaji. Il y en a eu Oui. d'autres, mais malheureusement, ils ne sont pas restés. Qu'est-ce que tu penses, toi, du MMA en Belgique? La situation. Franchement, il y a des talents. Franchement, il y a des talents. Mais en fait, le problème, enfin, c'est que ici, niveau soutien, au niveau des sportifs, pour te dire, on est sur Facebook encore, ici. Enfin, je veux dire, dans tous les Mhm. autres pays, on est sur Twitter, c'est ça? Ouais. On est sur ça. Donc, comment ça se fait que ici, ben déjà, on a un petit retard. Ça, c'est déjà un. La De deux, médiatisation. oui, mais même plus que ça. Parce que le soutien ici, au niveau des athlètes professionnels, moi, je te le dis, c'est zéro. À part, évidemment, certaines personnes. Mais c'est peu, tu vois ce que je veux dire? C'est peu. C'est très difficile ici. Et donc, j'ai dû, par moi-même, euh, trouver une solution, trouver une faille par rapport à ça. Et la faille, en fait, ce n'est pas vraiment une faille, c'est ce que, en fait, il faut faire en tant que combattant MMA. Il faut savoir gérer les réseaux sociaux. Il faut savoir, voilà, aujourd'hui, maintenant, c'est plus trop moi qui gère les réseaux sociaux, c'est plus, j'ai un manager, j'ai un community management, tu vois. Aujourd'hui, on a pris du Tu t'es galon, mais entouré, ouais. voilà, je me suis entouré de bonnes personnes parce que ça, il faut le dire aussi, l'entourage joue énormément. C'est bien de croire en soi, de croire à son équipe, mais
franchement, quand on te donne pas ta chance, c'est difficile, tu vois. Donc, c'est pour ça que ici, bah, à EEC, on me donne ma chance et voilà, je remercie Willy Sirop pour, euh, pour, euh, pour l'ensemble de l'encadrement, voilà, pour le main event, etc. Et, bah, écoute, ici, moi, je te dis, on n'a pas, moi, depuis le moment où j'ai posté la vidéo de mon premier combat, alors, enfin, ouais, quasi le soutien est venu de France. Parce qu'en France, franchement, il n'y a pas à dire. Niveau soutien pour les combattants, les athlètes, il n'y a rien à dire. Je défie n'importe quel combattant belge de me dire qu'il a reçu énormément de soutien de la Belgique, si ce n'est local. Et encore, c'est parce qu'on les connaît bien. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, c'est parce qu'ils ont gagné plein de ceintures ou des trucs comme ça. Mais sinon, franchement, on n'a pas vraiment de soutien. Je défie n'importe quel Belge de me dire, moi, j'ai reçu autant de sponsors, j'ai reçu autant de soutien, moi, pour ma part, énormément de soutien du côté français parce que les Français aiment le MMA et faut dire, vous êtes plus nombreux. Et toute la médiatisation autour, je sais pas, Baki Doumbé, tout ça, ça bouge là-bas, tu vois, ça avance. Ici, pas du tout. Il y a beaucoup plus de clubs MMA là-bas, tu vois. C'est, voilà, mais c'est comme ça. Et puis, bah, il faut savoir faire avec ce qu'on a. Et donc, c'est en toute logique que je tends vers la France. En tout cas, tu as su travailler avec ton équipe, comme tu as dit. Aujourd'hui, tu comptabilises, je crois, plus de 60 000 abonnés sur Instagram. C'est une performance, on peut le dire, pour un athlète de MMA en Belgique. Je crois Mais que j'ai pas pris tous j'ai les fait, réseaux sociaux des combattants belges, mais il me semble que t'es en Mais tête de j'ai liste. fait, évidemment, en fait, j'ai fait ce que personne n'a fait en Belgique. Donc, c'est-à-dire que je suis monté d'un coup dans les réseaux. Euh, je suis monté, bah, même dans les combats, en fait, je suis monté d'un coup aussi en professionnel. J'ai très vite réussi à, entre guillemets, percer mon petit trou, même si c'est encore, c'est léger hein, dans mes propos. Faut pas le prendre comme si j'avais fait quelque chose d'incroyable. Malgré que les chaos sont incroyables. Et c'est ce qui fait que, tu vois, c'est ce qui fait que je tends vers cette hypothèse-là. Parce que, regarde, encore une fois, c'est le striking qui m'a fait connaître. Mais Et, ouais. si tu regardes bien les interviews, par exemple, avec Karate Bushido, tout ça, tout ce qui s'enchaîne et tout ce qui va suivre après le combat, ça va être incroyable. Franchement, je te dis, ça va être incroyable. Ouais, mais Je- j'en doute pas une seconde et j'invite vraiment tous les gens à monter dans le train et à bien s'installer parce que là, ça va même être une locomotive, Hamzat à Abaev. Moi, je Écoute, voulais. le Ouais, destin est avec moi pour le moment, donc autant en profiter, hein. bah, tu le sais que c'est tout ce que je te souhaite, hein. Je vais pas le cacher aux auditeurs. Hamzat, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Je t'apprécie énormément et voilà, c'est un petit soutien que j'essaie de te donner aujourd'hui. Et voilà, c'est pour ça que vraiment je redirige les gens à aller te suivre autant qu'ils soient et rester bien connectés. Je voulais qu'on parle de ton cher dog. Tu as eu un combat amateur, c'est allé très très vite pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter euh, pourquoi ce passage amateur pro aussi rapidement et on va parler aussi de la suite qui arrive à l'AEC. Bah, écoute, il y a deux raisons à cela. J'avais un combat un jour en amateur. J'étais à plus de 90 kilos. En 3 mois, j'ai perdu les 90 kilos. J'ai fait une diète énorme et des efforts conséquents pour descendre jusqu'à 77. En clair, en d'autres termes, je me suis un petit peu brûlé un petit peu la santé, ce qui n'était pas très bon pour un combat amateur. Et tu sais bien comment on est payé en amateur, surtout il y a quelques années. Donc, c'est encore pire, tu vois. Aujourd'hui, ça va encore, hein, ils ont un petit truc, mais avant, il n'y avait rien. Donc, ce fait-là, j'ai fait toute cette diète, j'ai fait tous ces efforts. J'arrive le jour du combat, 5 minutes avant, je vais entrer dans la cage, 5 minutes avant, le gars, il se blesse. Moi, j'ai couru dans le vestiaire pour aller voir ce qui se passe, parce que pour moi, c'était ahurissant. Le gars était par terre, avec les yeux révulsés, avec des médecins autour, mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je me plaignais à son coach, je lui disais, mais réveillez-le, il y a un combat à faire. Donc, le coach, il parlait anglais, c'était des Hollandais. Et il me disait, voilà, je suis désolé, mais bon, il s'est cogné pendant l'échauffement, il est tombé la tête sur le banc. Mais je dis, mais voilà, donc ça devait déjà être une sonnette d'alarme pour les autres organisations.
de ne pas laisser s'échauffer les combattants n'importe où avec des bancs dans des vestiaires. Ça, c'était fini normalement déjà, tu vois. Donc, j'étais très, très énervé. Ça m'a vraiment coupé l'herbe sur le pied. Ça m'a vraiment énervé. Euh, j'en, j'en ai parlé à mon entraîneur. J'étais tellement dégoûté, je suis parti de là. Bon, évidemment, ils m'ont quand même ramené dans la cage en me donnant la victoire, mais ça n'a aucune saveur, ça n'a aucun goût. J'étais juste dégoûté. Et je suis reparti. Et puis, on a eu pas mal d'annulations. À chaque fois, en amateur. J'en ai eu marre. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est entraîné comme des tarés. Et on s'est dit, bah, tu sais quoi? Maintenant, tu commences à devenir vraiment très, très fort et tu tapes fort. Donc, ce qui va être idéal pour toi, c'est que, bah, idéal pour les adversaires, parce qu'en amateur, tu risques peut-être de blesser. Et il pensait à l'intégrité physique des amateurs. Il disait, bah, écoute, si je te mets un amateur en MMA, euh, qui n'a pas de, qui n'a pas de combat particulier, parce que je sais pas, qu'il n'a pas un bon niveau en kickboxing ou je sais pas, en lutte ou quelque chose, bah, il risque de se faire tout simplement éteindre. Et pour un combat amateur, ça en vaut pas la peine pour lui. Donc, on s'est dit, au lieu de faire prendre ces risques-là aux gens, prendre toi des risques en faisant des diètes extrêmes, ah, c'est mieux de passer pro. Mais voilà, avec lui, il faut travailler énormément. Pour avoir le niveau d'un pro, il faut déjà commencer à frapper tous les pros. Et une fois qu'on commence à s'habituer à frapper plein de professionnels, il faut avoir un cardio de 5 x 5. Et seulement, et si seulement tu arrives à cette étape-là, on pourra réfléchir. Et il m'a fait monter d'un niveau stratosphérique. Je disais que j'étais prêt il y a déjà 2 ans. Et il me disait non, on continue, on continue. Sachant que pendant le Covid, on a perdu la salle qu'on avait eue difficilement. Et on s'est entraîné, pour te dire, hein, tu vois, pour le premier combat MMA, je me suis entraîné derrière un terrain de foot, parce qu'on n'avait pas de salle. Donc, on s'est entraîné derrière un terrain de foot, ici vers Liège. Et voilà, les gens trouvaient ça bizarre qu'on faisait des PAO et tout ça. Donc, on est arrivé au combat, on a fait le taf, c'est tout simplement, tu vois. Et le coach voilà, on a réussi à reprendre une salle. On a travaillé extrêmement dur pour avoir cette salle, comme tu as pu voir sur les images. Je travaillais moi-même, même parce que c'est pas une question de rémunération ou quoi que ce soit. Là, c'est une question de survie de ce sport pour moi, pour survie de ma carrière. Donc, on a donné tout ce qu'on avait dans ce projet. Et bah, aujourd'hui, ça a bien abouti, hein. Comme tu le vois, aujourd'hui, on a une très belle salle avec des belles cages, des beaux sacs, tu vois, vraiment des matériels inespérés. Donc, un type comme moi qui vient d'un terrain de foot, bah, au final, qui a goûté le terrain de foot, tu vois, la terre, la boue, pour moi, c'est extrêmement satisfaisant de savoir que j'ai une salle propre, nettoyée, euh, où je peux tomber sans faire mal. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est comme ça qu'on est parti en pro et qu'on a fait de très beaux résultats parce en vrai, si tu veux la vérité, j'étais déjà prêt depuis longtemps, mais ils voulaient s'en assurer encore plus, petit à petit. Ils voulaient vraiment faire me monter le truc jusqu'à implosion et puis me lâcher, tu vois. Et voilà ce qui En s'est tout cas, passé. c'est ce qu'on a pu voir sur le premier combat. Ça a duré, ça a été rapide, hein. Le combat, il est disponible sur YouTube. Je vous invite à aller Ouais. le voir. Le premier combat, ça a été expéditif. Même moi, quand j'ai vu ce combat, j'ai dit, mais il y a une différence Ben justement, de j'allais te phase de parler de ça, son, justement. tu vois? Je voulais te parler de ça. Je sais que, par exemple, tu as vu les gens qui critiquent Robert Whittaker maintenant. Oui, Ils sont complètement malades, ces gens-là. Ils critiquent Robert Whittaker. Oui, c'est vrai, il a fait des erreurs dans la lutte, qui est arrivé du pire au pire. Mais en face, t'as Chimaev qui lutte comme un acharné et qui enchaîne. Tu vois, qui fait du chain wrestling. Le gars, il lâche jamais l'affaire. Mais t'as vu comment ils ont dénigré? Donc, en fait, ça veut dire que les gens ne sont jamais contents. Donc, quand tu perds, t'es nul. Et quand tu gagnes, t'es trop fort. Mais il est où le juste milieu à ce niveau-là, tu vois? Le gars, par exemple, l'adversaire, on avait prévu un game plan. On savait qu'il allait vouloir éviter la lutte. Et on s'est dit, on a juste fait un game plan juste pour aligner mes coups que je puisse envoyer, rater le premier exprès, toucher sa main pour le faire peur et qu'il recule. Et pendant qu'il est sur le recul, tu sais que c'est plus difficile d'être surpris en fait, tu vois, et de reculer et de réagir, c'est très difficile, surtout quand c'est toi qui engage le rythme. Donc le but de mon game plan à ce combat-là, c'était clairement d'engager à un rythme effréné, mais d'abord calme, tu vois, d'abord d'être tranquille et puis d'enchaîner la première main. Elle doit rater, mais elle doit être tellement puissante que ça doit faire peur et faire reculer.
Sur le recul, là, j'avance et j'envoie les crochets. C'était ça le game plan. Et tu sais bien qu'en MMA, on peut pas protéger tout. Donc, c'était sûr et certain que j'allais toucher. Mon entraîneur, il disait, tu frappes tellement fort que si tu touches une fois, ils vont tomber tous comme des mouches. Donc, oui, dans les PAO, souvent, parfois, il avait mal aux mains. Tu vois, ça lui arrivait. Donc, enfin, aux articulations plutôt. Et j'ai la chance d'avoir une bonne capacité de transfert de poids et de force dans mes coups. Donc, j'en profite, quoi, tu vois, et c'était exactement le game plan qui était prévu. Maintenant, on voit la différence de niveau, oui, mais on la voit surtout quand je gagne. On la verrait pas si j'avais perdu, tu vois, par exemple, ou si le combat avait duré. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça Justement, le pour pour ton deuxième combat, on peut revenir là-dessus aussi, mais Mhm. ce combat a duré, tu as été dans la difficulté, tu t'es cassé la main. Là, on a pu voir justement Hamzat aller dans le dur et ne pas abandonner et essayer de trouver la solution et de croire en soi jusqu'à la fin du combat, là où tu arrives Mais justement en fait, à terminer ton c'est adversaire. c'est assez simple. En fait, dans ce combat-là, le game plan était exactement très bien exécuté. Tu vois. C'était parfait, c'était chirurgical le game plan. Il était chirurgical. Comme pour tous les adversaires, on les ajuste par rapport à leur morphotype, par rapport à leur vitesse, par rapport à leur, tu vois, par rapport à leur poids, etc. Quand on se renseigne sur un adversaire, on se renseigne sur absolument tout. On regarde dans les moindres détails, tu vois, dans les moindres détails. La moindre chose qu'il fait, la moindre chose qu'il a. Le deuxième adversaire, je sais que quand il est durement touché, il ouvre un peu la bouche, ce qui témoigne un peu un signe de peur, tu vois, quand tu es un peu effrayé comme ça. Donc, j'avais quelques petits trucs. Bon, en vrai, c'est parce qu'il y avait une organisation qui s'appelle l'European Beatdown, basée en Belgique, et qui devait faire, voilà, je devais combattre là-bas. Finalement, ça a été annulé pour des problèmes internes. Et, moi, les gens ne voulaient pas trop se battre contre moi parce que, voilà, on disait gros lutteur, gros cogneur, ça va pas du tout, il y en a. J'ai dit, OK, écoute, et la seule personne qui avait accepté, entre nous, franchement, il était pas ouf. Franchement, il a pas besoin d'un entraînement, tu vois, pour battre un type comme ça. Et je me suis dit, bon, bah, on s'en fiche, au moins, on a un combat, tu vois. On s'est dit d'accord, et puis on allait aller, et puis l'organisation a annulé le combat, etc. Et on s'est retrouvé sans combat. Je sortais du mois de Ramadan, j'avais pas fait beaucoup d'entraînement en vrai. Ce qui allait se passer là, en fait, c'était qu'on s'est dit, bon, on va chercher un autre combat. Mais le problème, c'est que sorti de Ramadan, la majorité des organisations, bah, ils essayent de, tu vois, ils laissent un peu de temps aux combattants de confession musulmane, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup au final, de récupérer et de se remettre en forme. Donc c'était ça le souci et on en a trouvé un et c'était cet adversaire-là. Et il était à 10-1 en amateur et ça me pose absolument aucun problème parce que tu sais bien que l'amateur et le professionnel, il y a juste un fossé entre, tu vois. Et il y a des gens qui veulent encore dire le contraire, mais il y a juste un fossé. L'arbitrage, le pointage et tout ça, les points, ça n'a rien à voir, tu vois. C'est complètement différent. C'est juste un truc de malade mental. Mais voilà, ça m'impressionnait pas. Euh, j'avais, moi, j'avais pas vu, mais en fait, il était ceinture brun jiu-jitsu. Euh, ouais, ça peut pas vraiment m'inquiéter en vrai. Tu vois, j'ai eu quand même une grosse lutte, donc ça pouvait pas trop m'inquiéter. Et puis, il était champion en kickboxing et ceinture noire de judo. Donc, toutes les infos là, je les avais pas. Moi, ce que j'ai regardé, c'était un combat à lui. Et je me suis dit, bon, bah, allez, c'est parti, tu vois. De toute façon, c'était l'un des seuls et j'avais trop envie de combattre. J'avais plus envie de combattre que je n'étais prêt pour le combat. Donc ici, voilà, le cardio, il était pas ouf. Mais pour moi, c'était faisable en 15 secondes. Je fais jamais ça. D'habitude, je fais 15 secondes. Je suis là pour 15 secondes, mais je suis prêt pour 3, 4, 5 rounds sans aucun problème, tu vois. Mais là, sortie de Ramadan et compagnie, ça m'a un peu freiné au niveau de la prépa et tout. Et voilà, j'ai commencé le combat. C'était chirurgical, le game plan. Il est tombé sur les fesses exactement comme tous les autres qui vont tomber. Il est tombé. Problème, c'est que il était très costaud. Il était vraiment costaud. Moi, je savais que, vu toute la masse musculaire qu'il avait, il bougerait moins vite que moi, ça c'est sûr. Et moi, j'ai une arme que lui n'a pas, c'est que je suis un très gros puncher. Donc, et si ça devait aller en lutte, aucun problème, tu vois. Mais au moment où il est tombé sur les fesses, avec les yeux un peu en arrière, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je le tiens.
Et au moment où j'ai commencé à taper, je sais pas, j'ai senti un truc dans ma main, c'était bizarre. Et j'ai même essayé de le prendre en guillotine, donc j'ai évité un peu la. J'ai défendu à un moment son amener au sol et tout ça. Et j'ai essayé la guillotine, je l'avais bien, je l'avais même très bien, je l'entendais faire des bruits d'étouffement, mais j'arrivais pas à serrer, c'était bizarre. C'était vraiment c'était bizarre ce que j'avais dans la main. Et puis voilà ce qui s'est passé pour moi, ce combat-là, c'était fini. Pour moi, j'allais me relever, on allait regarder ma main, et puis on allait dire c'est cassé, et puis c'est fini. Et puis je sais d'ailleurs que absolument personne n'allait m'en vouloir d'avoir perdu comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas en vouloir à quelqu'un d'avoir perdu sur une blessure quand même, tu vois? Qui plus est, qui n'est pas de ta faute. Donc, on pourrait très bien. Moi, j'avais dans ma tête, je me disais, bon, bah, euh, là, je suis un peu en dessous, je suis un peu en galère, j'ai mal à la main, je sais pas ce qui se passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais me lever et puis on va arrêter le combat. Et en fait, vu que j'avais la décision entre mes mains, entre guillemets, eh ben, j'ai retardé en me disant non, je suis pas encore mort, pas encore, pas maintenant, pas maintenant. Et au final, je me suis relevé à un moment donné, bon, en faisant n'importe quoi, parce que pour moi, c'était fini après. Je monte le gant pour finir à l'arbitre, parce que franchement, ça commençait à faire mal. Il a regardé, il a fait let's go. Genre, il a cru que j'arrêtais le combat parce que je voulais me reposer, parce que j'étais en difficulté. À ce moment-là, et c'est pour ça que je dis que je ne suis jamais plus dangereux que quand on pense que je suis foutu et que j'ai le dos au mur, et c'est là qu'on on reconnaît un homme, parce que c'est là qu'un homme agit. J'ai envoyé ma main gauche à un moment donné en avançant un peu mon visage pour la pâter, pour lui faire croire que c'est bon, il peut me finir. Et c'est là qu'il a commencé à tituber parce que j'ai touché la tempe et la tempe est responsable de l'équilibre. Et c'est là que j'ai eu un regain d'espoir. Et voilà, j'ai tenu le deuxième round comme je pouvais, troisième round. Mais vraiment, vraiment, j'étais choqué de la résistance dont il faisait preuve. Il était ouvert un peu partout, nez cassé, mâchoire déplacée, mais il lâchait pas l'affaire. Et même après le combat, il m'a confié qu'il avait comment, je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de l'omoplate déboîtée, parce que je lui avais fait une prise. À cause de la main cassée, j'avais pas réussi à le finaliser, mais il avait l'omoplate déboîtée ou je sais pas quoi. Extrêmement résistant et très, très costaud. Il était lourd, vraiment lourd. Sacrée anecdote sur ces deux combats. Oui. Et on va parler de ton troisième qui va arriver donc le 29 novembre à l'AEC. Mhm. C'est dans un stade, hein, c'est ça? C'est le Kinder Arena, Ouais, donc à ok. Rouen. Ouais, ça va. Ça a l'air d'être pas mal. Ici, voilà, maintenant que les gens me connaissent un tout petit peu, ils savent un petit peu prédire que vers quoi se dirige le combat. Ça sera un finish. C'est sûr et certain, ça n'ira pas. Franchement, je suis prêt à faire un round à exploser juste. À la Chimaev, mais seulement debout. Parce que si après, moi, je sais bien qu'il y en a après, qu'est-ce qu'ils font? C'est de se jeter dans les jambes. Mais bienvenue, en fait, ils se jettent dans la gueule du loup en finale, hein, parce que voilà. Mais le plan ne change pas. Ça va être, je viens pour 15 secondes, mais on est prêt pour 10 rounds s'il faut, il n'y a aucun problème. Donc tu seras le main event. Tu vas affronter un Oui. Brésilien euh, valeureux, courageux, ce Brésilien qui vient. Ça aussi, fallait saluer les Brésiliens qui viennent justement en France pour affronter des adversaires. Ils reculent devant rien. Je tenais à souligner ça. Pourquoi? Parce que est-ce que tu as conscience qu'aujourd'hui, avec ton prénom, avec ton nickname, avec ton bilan d'invaincu, ça risque d'être compliqué pour toi de trouver des combats, Hamzat. Mais c'est pour ça qu'on prend des combattants qui ont beaucoup plus de combats que moi. Et puis on peut se dire, ah, bah, il a l'expérience, et puis ça a créé cette espèce d'excitation chez les spectateurs, dans l'œil du spectateur. Il peut se dire, ah, là, il y a moyen qu'ils perdent, et ça devient intéressant à regarder pour eux peut-être. Et puis quand le type se fait rétamer, ils sont là, ah ouais, vraiment, il est bon, à qui le tour. Et en fait, je suis d'accord avec toi sur le fait que les Brésiliens ont un gros mental parce que en fait, leur mentalité est différente. Leur mentalité est différente. Ils sont pas là seulement pour gagner, ils sont là aussi pour se battre vraiment, tu vois, pour se battre et pour se donner. Souvent, je sais pas si tu as remarqué, mais quand il y a des Caucasiens enfin, quand il y a des Brésiliens qui viennent affronter des Caucasiens, souvent, ce qui se passe, c'est que euh, ils mettent en avant à fond leur jiu-jitsu. Donc, ils étaient des étranglements, des clés de bras, des clés de cheville, des clés de genoux, des clés de talons. Il y a tout un tas de soumissions. Quand ils n'y arrivent pas, ah bah, ce qui se passe, c'est que le Caucasien, il les ramène au sol, il les contrôle, il les tape.
Voilà ce qui se passe la plupart du temps. Soit ils se font finir, soit la plupart du temps, mais après, il faut quand même avoir un mental, hein. Il faut pas se le cacher, il faut avoir un gros mental pour résister aussi. Mais la plupart du temps, les Brésiliens qui ont un bon jiu-jitsu, si tu leur coupes ça, ben, ils lâchent l'affaire, quoi. Ils se disent, mais on va au sol, mais j'arrive à rien faire au final, tu vois. Donc, c'est là que la lutte prône, j'ai envie de dire, et le contrôle, évidemment. En tout cas, ça va être un combat explosif, donc ne manquez pas ça à l'AEC le 29 novembre à Rouen et sur RMC Sport. Voilà, ne loupez pas ça, le main event, c'est un combat à ne pas louper. Moi, je voulais qu'on parle à long terme. Hamzat, c'est quoi tes objectifs? Est-ce que des organisations comme le KSW, le PFL, ça t'intéresse ou toi, tu es ce type de combattant qui a l'UFC dans le viseur? Non, comme je l'avais dit précédemment dans Karaté Bushido, je suis pas braqué UFC. Je suis ouvert à toute opportunité. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que PFL et KSW se développent fortement. En ce moment, on l'a vu. Et je me dis que franchement, ce serait de très belles opportunités d'aller là, ou bien au KSW, PFL, ou à l'UFC aussi, tu vois. Tout dépendra de l'opportunité qui se présente, parce qu'il n'y a pas que l'argent. Il y en a qui disent, ouais, il y va pour l'argent, mais il faut bien que l'organisation te contacte, hein, pour ça. Tu vois, tu vas pas arriver les mains dans les poches et dire, je veux aller là, et voilà, tu vois, il n'y a pas qu'une question d'argent, il y a aussi la question de est-ce que l'organisation s'intéresse à toi avant tout. Et voilà, donc on verra ce qui se présente, mais je suis convaincu que après mon passage explosif à l'AEC, on pourra aller dans une de ces trois grosses orgas. Et c'est l'objectif visé de toute façon. En tout cas, un deuxième Khamzat à l'UFC, ça fait rêver et c'est tout ce que je vais te souhaiter. On va en parler quand même. Les gens, je pense qu'ils aimeraient que je te pose cette question. Est-ce qu'il y a des liens avec Khamzat Chimaev? Est-ce que le fait que vous portez le même prénom, tu vois, sur les réseaux, vu que tu es suivi, ou même, tu vois, le fait que vous ayez les mêmes origines, vous avez eu déjà une connexion, vous avez déjà échangé? Oui, on a déjà échangé. En fait, il y a un moment, en fait, pour sa préparation contre, je sais Paulo plus comment, Costa? Paulo ouais, Paulo Costa. Costa. Il avait fait un truc à Dubaï et je devais y aller, mais malheureusement, j'avais encore la main dans le plâtre. Donc c'était compliqué. Mais voilà, au final, de toute façon, le monde est assez petit et je sais pas qui a dit que les montagnes ne se croisaient pas, mais elles vont finir par se croiser. Donc voilà, on a une bonne, on a de très bonnes connexions. En fait, quand tu es tchétchène, la chance que tu as, c'est que, surtout caucasien, c'est que les connexions se font très facilement et très naturellement aussi. Mais évidemment, par exemple, si quelqu'un est connu et que tu ne fais absolument rien dans ta vie, tu n'as absolument rien démarré de ton projet ou de ce que tu entreprends, tu peux pas juste venir et dire oui, est-ce que tu peux partager ça? Ça n'a absolument aucun but, tu vois, ça n'a aucun sens. Et voilà, c'est dans ce cadre-là, les connexions se font assez facilement et l'entraide est assez solide, ça c'est vrai. Et j'ai oublié de le mentionner, mais tu es à 77 kilos. Donc, tu évolues dans la Oui. catégorie des poids welter. Est-ce que c'est une catégorie à long terme que tu souhaites rester ou éventuellement aller aussi dans la caté du dessus ou de la caté du dessous? Dis-nous un petit peu à quoi on doit s'attendre pour toi. Franchement, je ne sais pas. On va voir par la suite. Euh, je fais 1,80 m et honnêtement, mes adversaires ne sont pas si grands que ça. Ils font quelques centimètres en plus, tout au plus, mais c'est tout, quoi. Et la KT en dessous, je serais un très, très gros 70 kilos, hein. Si j'arrive à descendre là, je serais vraiment un gros 70 kilos. Mais un gros 70 kilos avec les avantages de la vitesse, l'explosivité, tu vois, tout ce qui s'ensuit. Mais il faut réussir à descendre là, tu vois. Ah. Et ça, c'est pas une mince affaire. Déjà que 77, c'est compliqué. Il faut toute une organisation des mois à l'avance. Faut pas s'y prendre à la dernière minute. Même quand on est en saison, pas de hors combat, mais en saison de combat, il faut déjà être un petit peu affûté, tu vois. Et dans une tranche de poids où le poids qu'on veut atteindre avant de cutter est facilement accessible, pas facilement, du moins pas difficilement.
Parce que le cutting, mon cutting par exemple, à moi dépend de l'adversaire et de sa morphotype. Et si maintenant l'adversaire que j'ai en face, j'ai besoin de beaucoup lutter avec lui, forcément je vais me retrouver dans un poids plus lourd. Et le cutting dépendra entièrement de la préparation, de voilà, c'est toute une corrélation de choses qui fait que on arrive à un consensus et on se dit, OK, donc pour ce combat-là, il faut que tu sois à autant de poids avant de cutter. Et voilà, même le game plan est défini par ça. Par exemple, si je dois être très vif, très rapide, très, très explosif, je dois descendre un tout petit peu plus bas en poids en régime, en diète, avant de cutter, pour ne pas faire un trop gros rebond, par exemple. Voilà, pour contrôler toutes ces choses-là, il faut. C'est toute une stratégie en fait. Ce n'est pas juste j'arrive, je coupe mon poids et puis demain je combats et puis on verra bien, tu vois. C'est ta forme le jour du combat compte énormément pour la performance, pour tout en fait. La performance mentale, physique, ça compte énormément. Donc on ne cut pas n'importe comment, on arrive à une certaine tranche de poids. Maintenant, pour arriver à lightweight, en 70, faudrait que je me maintienne à presque moins de 80 moins, mais en diète. Et moi, dans ma composition corporelle, je suis à quasi 80 kilos de muscles, donc que de muscles. Donc j'ai été à l'université, à l'hôpital enfin à l'université sportive pour vérifier. On avait fait toute une batterie de tests. Je suis à 80 kilogrammes quasi de muscles. Donc descendre, c'est compliqué. Parfois, c'est pas facile. Donc descendre en lightweight, en 70, c'est faisable, hein, mais il faut juste réajuster la stratégie et aller par là, quoi. Hein, je te posais cette question parce qu'on sait que des combattants, quand ils commencent leur carrière, des fois, à l'avancée de leur carrière, bah, ils changent de catégorie. Des fois, soit, bah, comme on peut voir Khamzat Chimaev, hein, qui était en 77 et qui est monté chez les 84 par sûrement les difficultés à faire le poids ou d'autres détails que j'ai pas. Mais voilà, c'était une question et surtout mentionner la catégorie de poids. C'est important que les gens sachent où tu te situes et où tu vas évoluer plus tard. Moi, je voulais aussi parler, est-ce que, il y a un adversaire que tu aimerais affronter? Je suis ambitieux, hein, je te parle dans toute catégorie. Est-ce qu'il y a un adversaire aujourd'hui dans ta carrière que tu as envie de mettre sur ton Sherdog, que tu vois que tu aimerais croiser le fer avec lui? Il y en a pas mal. Il y en a que je citerai un peu plus tard parce que je vois déjà les gens dire ah, c'est trop tôt ou c'est trop tard. Je les vois déjà arriver. Euh, Ok. Par contre, j'aurais bien voulu affronter même en sparring Habib Nurmagomedov. Lui, Ouais, j'aurais bien bien sûr. voulu parce Incroyable. que la façon de faire des Nurmagomedov, c'est un peu différent. Et j'aurais bien voulu faire même un sparring en fait, ça me plairait vraiment de faire un sparring contre lui. Et Islam aussi, Makhachev. En tout cas, c'est le haut du panier. Et évidemment, si on veut être le meilleur, il faut s'entraîner avec les meilleurs. Donc, moi, j'aurais bien voulu faire ça. Et ce que j'avais pas pu faire quand j'étais parti au Bled, parce que il faisait déjà un camp en fait pour Makhachev qui allait affronter Volkanovski, je crois. Et il faisait déjà un camp dans les montagnes. Et bon, la flemme d'aller faire des allers-retours en montagne. On est plutôt resté vers le bas de la montagne, on est resté dans les camps d'entraînement par là-bas. Donc, mais si je voulais affronter quelqu'un, ce serait Habib. Et Hamza, tu as une question pour cerner un petit peu ton caractère sportif. Toi, tu préfères l'argent de Conor McGregor ou le palmarès de Khabib Nurmagomedov? C'est une question difficile quand même. C'est une question difficile. Ça aurait été une bête question, j'aurais dit question bête, réponse idiote, mais ici, c'est pas aussi simple que ça. Sachant connaissant très bien les deux, vu que tu me dis pas de prendre les caractéristiques de la personnalité de Connor, qui est proche du niveau débile. Si c'est juste son compte en banque, ça va. Parce que le compte en banque, je pourrais aider énormément de personnes et j'aimerais aussi aider toutes les personnes autour de moi. Et c'est aussi pour ça que je fais tout ce que je fais. C'est surtout aussi pour aider ma famille et les gens autour de moi. C'est ça mon but principal. Donc ouais, pourquoi pas le compte en banque de Connor, même si ça n'achèterait pas un honneur. Cette question, en fait, elle en cachait une autre parce que aujourd'hui, tu es invaincu. Est-ce que ce bilan d'invaincu il va être important
pour toi, Non, est-ce qu'il va peser? Est-ce que tu as une pression? Est-ce que t'as pas peur de la non, défaite? J'aime toujours absolument. poser cette question quand je reçois un combattant qui comptabilise zéro défaite. Tu sais, comme je t'ai dit, quand on parle de la beauté, on parle pas de l'apparence, mais du charisme qui rend cette personne, d'une certaine manière, très charismatique. Le charisme, bah, c'est pareil ici. Si un combattant qui gagne ou qui perd, s'il marque les gens, s'il choque les gens, c'est ça le principal. C'est ça qui compte. C'est de choquer les gens et marquer les gens et marquer de ton empreinte ce sport auquel tu te dédies, tu dédies ta vie et que tu actes absolument tout ce que tu fais par là. Donc, euh, il ne faudrait pas qu'on se retrouve à faire des combats pour au final n'avoir aucune reconnaissance parce que la défaite peut en est de n'importe qui. Ce n'est pas une question de je suis fort, je suis pas fort. Euh, je, je peux très bien faire des discours comme tout le monde. Absolument, personne ne prend, que ce soit en France, en Belgique ou nulle part ailleurs. Bon, si je peux le dire. Mais est-ce qu'on a notre destin entre les mains? Ça, c'est autre chose. Maintenant, ce que je vais dire, c'est oui, la défaite est difficile à accepter, euh, mais il faut savoir passer outre. Ça nous fait grandir. Parfois, une défaite nous rend 10 fois, voire 100 fois meilleurs. Donc, il ne faut pas voir ça comme une mauvaise chose. Au contraire, il faut avancer avec. Et la défaite ne me fait absolument ni chaud ni froid. Qui que ce soit en face, il ferait la même guerre. Et le truc, c'est que la défaite, il y en a beaucoup qui l'appréhendent. Et souvent, ça crée, c'est une source de stress pour beaucoup de combattants. Je peux comprendre, mais il faut l'utiliser comme un moteur, tu vois. C'est ça qui va t'aider à surmonter. Parce qu'au final, les combats, c'est sortir de sa zone de confort. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une défaite pourrait peut-être te permettre voilà, de découvrir quelque chose que tu ne connaissais pas au fond de toi. Donc, non, la défaite me fait absolument ni chaud ni froid. La seule chose qui me vient en tête, moi, c'est de faire une belle performance et marquer les gens. C'est tout ce qui compte. Le reste, c'est autre chose déjà. Le reste, c'est entre les mains de Dieu, c'est le destin. Mais ce qu'il faut absolument faire, c'est de marquer les gens, marquer de son empreinte le sport auquel on dédie notre vie. C'est ça qu'il faut faire. Sinon, à quoi bon d'être juste, d'avoir juste été un professionnel de plus? Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas intéressant, ni en termes de vie, ni en termes ni sur le plan sportif. C'est pas intéressant. T'es comme tout le monde au final. T'as juste été un pro et puis après, tu vas faire quoi? Ouvrir un club et donner cours. C'est pas intéressant. Il faut avoir été ce que personne n'a été pour pouvoir marquer les gens de son empreinte. Et c'est ça que je veux faire, moi. C'est ça qui m'intéresse. La défaite m'importe peu. La défaite ne me fait ni chaud ni froid. Honnêtement, si par exemple, ça serait une source de stress chez beaucoup de combattants, chez moi, c'est juste un moteur qui me permet de me surpasser encore plus. Bah, écoute, sur ces mots, on va pouvoir clôturer le podcast. Moi, je voulais, avant toute chose, Hamza, te remercier d'être venu sur After Fight. Tu étais passé justement chez mes confrères de Karaté Bushido. J'ai adoré cette vidéo. Je les salue au passage s'ils auront l'occasion de voir cette interview de toi. Il me semble que c'était tes premières interviews, donc j'en suis encore plus honoré d'avoir pu le faire. Sache que voilà, je tease un peu, mais tu reviendras sur After Fight, voilà. Et j'en suis convaincu que tu vas choquer les gens. Voilà, le poids des mots. Tu es quelqu'un qui parle extrêmement bien et qui a une personnalité attachante. Donc voilà, on va en tout cas nous sur After Fight te souhaiter tout le meilleur, te donner beaucoup de force et vraiment j'invite encore et je le répète tous les gens qui ne te connaissent pas encore à aller te suivre sur tes réseaux et à regarder les combats parce que ben, vous n'allez pas vous ennuyer, croyez-moi. Et c'est que le début en plus. C'est ça qui est excitant, c'est que c'est que le début. Ramzat, avant Écoute, de... Oui, on est vas-y, à vas-y. l'aube, on est à l'aube, je t'ai coupé, on est à l'aube d'une belle petite histoire, d'un début vraiment de quelque chose de gros. Et franchement, donc je te remercie vraiment pour l'invitation, c'est un honneur et c'est un plaisir de venir sur ta chaîne. Et avant de clôturer, donc il y a la tradition chez After Fight. Le five, c'est cinq petites questions avec deux choix de réponse. Est-ce que tu es prêt, Ramzat? Je suis prêt. KO ou soumission?
KO. Entraînement ou combat? Combat. Lutte ou striking? Striking. Tchétchénie ou Belgique? Tchétchénie. Et ton repas préféré hors diète? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le doping tchétchène. Et c'est des jijigalnish. Donc, c'est de la viande et des espèces de pâtes. Je sais même pas comment expliquer, mais c'est hyper bon. Tous ceux qui l'ont goûté pourront en témoigner. C'est un truc hyper bon, mais un peu gras. Et c'est ce qui nous donne beaucoup de force, j'ai l'impression. Eh ben super. Et Ramzat, encore merci beaucoup d'être venu donc sur le podcast pendant cette période de ta préparation pour ton prochain combat. Donc je le répète, à l'AEC le 29 novembre. Voilà, ne manquez pas sur RMC Sport un combat en main event explosif à ne pas louper. Hamzat, je vais te laisser finir le podcast. Si tu as un message à faire passer aux auditeurs, une parole, des mots à laisser pour finir l'émission, c'est toi qui as le mot de la fin. Et encore merci. Les mots, ce serait de si vous avez un projet que vous entreprenez, mettez-vous-y à 100% ou arrêtez tout de suite. Soit quand on entreprend quelque chose, on le fait à 200%. Il y en a qui disent ça marche pas quand j'essaye, mais tu ne fais qu'essayer, il faut y aller à fond. Et quand on y va à fond, on voit des résultats et c'est là qu'on commence à vraiment se ressentir une motivation et un regain d'espoir. Donc, on ne lâche jamais rien. Croyez en vous et je vous assure que ça peut le faire. Mais au fur et à mesure du temps, vous trouverez des contacts et un bon entourage qui fera que vous allez vraiment avancer loin. Et c'est tout le mal que je vous souhaite à tous qui me regardent. Donc, bonne continuation à tous et un grand merci, Kevin, pour l'invitation.